Salut camarades, comme prévu, on se retrouve dans l'atelier, qui est en fait une vieille grange. Alors, je vais le répéter. Avant la chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo, j'avais une autre chaîne où je partageais quasiment les mêmes choses, mais j'avais un petit peu arrêté pour différentes raisons. Mais j'ai décidé de reprendre. Bref, quoi qu'il en soit, parmi ces vidéos, je vous racontais. Alors, avec de la chance, je retrouverai ces images, mais il y a de fortes chances que je m'en sois débarrassé. Voilà, donc vous étonnez pas si jamais. Voilà, si ce que je dis là n'est pas cohérent avec des publications qui sont déjà apparues, c'est normal. C'est parce que je m'en souviens pas et que là tout de suite je vais pas aller vérifier parce que sinon je vais perdre du temps, etc. Et je vais pas avancer dans d'autres trucs. Donc je disais donc dans les précédentes vidéos, très certainement supprimées, je vous avais partagé une mésaventure que j'avais eue avec le chargeur ici présent. Ça avait été une galère sans nom. En gros, pour essayer de vous la faire rapidement, parce qu'on me connaît maintenant, j'ai tendance à beaucoup digresser. J'avais déposé le chargeur sur béquille. Est-ce que vous voyez ces béquilles d'ailleurs? Presque. Laissez-moi vous replacer de manière un poil plus productive, pertinente. Bien. Voilà, on devrait être pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ces béquilles ici qui sont... Alors moi je trouve que c'est un système extrêmement bancal, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simple tube en acier qui vient s'insérer dans un rond, qui vient s'insérer dans un tube en acier carré. Et la seule chose qui fait que ça tient debout ou pas, ce sont des vis qui viennent s'appuyer contre le tube en acier. Il n'y a pas de trou ou quoi, tout est comme ça, et la vis vient s'appuyer là-dessus, et donc c'est seulement par friction que votre béquille va tenir ou pas. En novembre ou décembre, je me souviens pas précisément, mais même si c'est pas, je pense, très important, j'avais donc déposé le chargeur parce que j'avais un joint SPI sur ce vérin-là à changer et un flexible, très certainement celui-là parce qu'il m'a l'air drôlement propre. Donc je pense que c'est celui-là, oui c'est celui-là, que j'avais changé. Voilà. Et en fait, sauf que moi j'avais déjà déposé le chargeur bien avant, parce que j'avais mis du temps avant d'aller dans un magasin de flexible hydraulique pour faire refaire mes joints et flexibles. Donc on va dire qu'en septembre-octobre, je dépose le chargeur. En octobre-novembre, je prends enfin le temps d'aller dans un magasin, enfin c'est pas un magasin, c'est un atelier d'ailleurs, enfin c'est un peu les deux, dans un atelier où ils sont entre autres spécialisés dans tout ce qui est lié et touché à l'hydraulique. Je leur dépose ça. Ça prend 2-3 semaines de plus, ce qui nous amène en, je crois, novembre-décembre. Je reçois ça, on va dire que c'est en novembre. Je réinstalle les joints de SPI, les joints trucs de machin, racleur, enfin j'ai tout changé, hein. Les joints racleurs, les joints... je crois que j'avais 3 joints sur celui-là. Et le flexible, je rebranche tout. Je vais pour réemmancher le chargeur pour tout rebrancher et tester, refaire les niveaux, tester que les joints sont bien faits, que ceci, que cela, parce que moi comme c'est ma première fois, pareil, tu vois. Je m'attends à ce que j'ai fait une connerie. Un truc pas assez bien serré, un truc pas bien remis, j'en sais rien, bref.
Et au moment où je vais pour réemmancher un peu tout ça, je me rends compte que ce côté-là de la fourche est trop bas. Le chargeur, là, il est trop bas. Il est descendu. C'est-à-dire que ici, au lieu de dépasser de ça dépassait de ça. Et en fait, ça suffisait à ne plus pouvoir être emmanché comme ça de base. Je vois que de l'autre côté, ça n'a pas bougé. Toutefois, je vous la montre un peu de plus près. De ce côté-là, comme vous pouvez voir, il y a un côté en pente comme ça. Et en fait, ce côté-là était pas encore en dessous de la milieu, parce que là, pour ceux qui savent pas, ici, en fait, c'est un rond, là. C'est un tube, tige, je sais pas quoi, qu'on peut pas trop voir là. Vous voyez ici, la partie là, c'est un truc rond, donc ça vient s'emmancher comme ça, sauf que c'était ici. Je me dis, oh, ça passe. Il y a moyen que ça va du coup permettre de glisser et donc de relever et de tout remettre de niveau, parce que de l'autre côté, elle est à niveau. Je vais pour m'atteler à ça, et je me dis par contre, il faut que je vérifie un truc. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de place entre le pneu et la béquille. Et c'est pareil des deux côtés. C'est très très proche. Là par exemple, là comme vous pouvez voir, bah spoiler, tout est bon. Allez. Là on est tout bon. Comme vous pouvez voir, j'ai pu réemmancher tout. Là en fait on va ensemble découvrir à quel point j'ai fait de la merde sur les réparations. Est-ce que est-ce que j'ai bien tout remis? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bref. Mais on va y venir. Je vous fais juste vite fait le récap. Donc ça, trop bas, blabla, blabla. Pourquoi je vous montre les béquilles? Alors évidemment, spoiler, parce qu'il va se passer une dinguerie. Je tente ma manœuvre. J'enquille un peu, doucement, parce que, voilà, je me dis, je voudrais pas casser un truc. Ça, ce que je m'étais pas rendu compte, c'est que là, déjà, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de place. Quand on est dans un setup standard, déjà, on est à... Là, au mieux, j'ai 4 cm. 4 cm entre la béquille et mon pneu, de chaque côté. J'avais déjà fait la manœuvre d'emmancher et de désemmancher. C'était pas la première fois. Je suis pas non plus un habitué, mais voilà, pour moi, j'étais en confiance. Donc j'y vais tranquille. Sauf qu'un truc que je m'étais pas rendu compte. Je regarde la béquille là. Et je regarde, je vais, ok, j'ai de la place. Mais un truc que j'avais pas noté, c'est qu'en fait, j'avais même plus de place que d'habitude. Le pied, au contact au sol, était un peu plus écarté. Et je me dis, bon, c'est probablement parce que comme ici ça a glissé, c'est-à-dire que là, le tube, il est un petit peu remonté. Enfin, c'est même pas qu'il est remonté, techniquement, c'est la fourche qui est descendue. Je me dis, bon, c'est peut-être normal. J'avoue, j'aurais peut-être dû y réfléchir un peu plus longtemps. Je vais donc pour faire ma manœuvre. Et en fait, j'avance de quelques centimètres seulement. Et là, blam! Tout ça, ça penche. Toute la fourche qui penche. Donc, ce bras-là qui passe de ce côté-là de ça, un petit peu. L'autre bras qui repose sur le côté du moteur et tout. Et là, je me dis, oh putain. Je vous l'explique. En gros, qu'est-ce qui s'était passé? Le truc, du coup, auquel j'avais pas fait gaffe, c'est que certes, j'avais gagné de la place au sol. Il y avait plus de distance entre la béquille au sol, entre la béquille et mon pneu. Mais le prix à payer pour ça, c'est qu'il y avait moins de distance à hauteur de 70 cm, je dirais, entre ma béquille et mon pneu. En fait, la béquille avait un peu penché. Sauf qu'elle avait suffisamment penché pour que ça vienne quasi au contact de ça. Ça ne devait pas jouer à grand chose. Je pense que j'étais pas vraiment au contact. Je pense que ça s'est pas joué à grand chose. Et comme j'avais pas remarqué ça, ça s'est retourné contre moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avance de quelques centimètres, vraiment de peu, hein. Et en fait, mon pneu a touché et instantanément la béquille elle a fait, elle s'est barrée. Alors
j'exagère, elle a juste continué de pencher. Et enfin, c'est surtout que ça a poussé, parce que du coup, je l'avais resserré la béquille. Donc ça avait repenché tout ça. Et en fait, bah, mécaniquement, ce qui s'est passé, c'est que le godet, il a commencé un peu à être renversé parce que la béquille poussait ça en bas euh, euh, par là-bas. Et donc, bah, mécaniquement, en fait, vu que là, de l'autre côté, ça bougeait pas, bon, bah, ça bascule, quoi. Jusqu'au là, il n'y a pas de, voilà, pas de mystère. Voilà. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Je viens, je vérifie que ça c'est serré. euh, et puis, bah, bon, je fais deux, trois trucs et je me dis, bon, bah, fais chier, je sais pas comment je vais faire, machin, nan. Je me dis, bon, déjà, je vais essayer de dégager le tracteur. Ok, la béquille, elle est vachée de travers, mais a priori, elle est pas, elle peut encore, je peux encore reculer le tracteur. J'ai bien resserré les béquilles, donc ça va pas bouger. Donc je commence à reculer et je vois que tout l'ensemble vient avec le tracteur. Je fais mais putain, mais c'est accroché nulle part. Et en fait, si. Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Et je vous montre. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que ici, comme vous pouvez voir, ça, c'est cette dent-là qui vient pour verrouiller l'ensemble, qu'il me faut d'ailleurs encore goupiller, mais on n'en est pas encore là. Donc ça veut dire qu'elle là, il y a un trou. Et ce trou-là, dans lequel là, il y a la dent à la base, elle est relevée, puisque sinon je ne peux pas emmancher et désemmancher. Dans le trou dans lequel vient la dent ici, bah, ce trou-là était venu s'emmancher ici. Et bah autant vous dire que la surprise, quoi, parce que du coup ça veut dire que j'ai réussi à tirer quasiment tout l'ensemble là, juste parce que j'avais la dent qui était venue, enfin le trou qui était venu s'emmancher là. Bon, donc là la surprise c'est, ça a l'air sain et tout ça, hein, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, mais bon on est sûr de rien. Ça va être un des points qu'on va devoir surveiller, parce que potentiellement, ça va être une mauvaise surprise, et il va y avoir des choses qui sont pétées. On va voir. Mais ça, dans mon malheur, je pense que sur ce sujet-là, en toute apparence, j'ai l'air d'avoir eu de la chance. On va toucher la peau de singe, de singe pour que effectivement tout aille bien. Parce que si ça, je dois le changer encore, je le ferai, hein, mais bon, chiant quoi. Bref. J'avais pris, alors ça c'est pareil, j'espère, ça serait marrant que je les ai gardés, parce que j'avais pris des images de quand j'ai fini. Bon, je vous le dis tout de suite, le jour où ça s'est arrivé, que j'ai vu que tout partait ensemble, j'ai fait c'est bon, j'en ai plein le cul. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de tension, etc., plus que nécessaire qui était appliquée. J'ai tout verrouillé ici, machin, en mode genre ça ne bougera plus. Je suis sorti, j'ai fermé les portes. Merci, au revoir, je suis parvenu avant un mois. 3 semaines peut-être. J'ai mis 3 semaines avant de revenir en mode genre bon allez. Bon après en plus il y avait les périodes de fête, machin. Donc vraiment j'étais en mode non mais c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des galères, j'ai pas besoin de ça en ce moment donc voilà. Là, pour vous la faire, pour vous situer, on est presque mi-mars. Donc voilà, en janvier, je suis venu. J'ai fini par venir, mi-janvier, je dirais. J'ai passé 3 heures. 3 heures à dégager le tracteur. C'était un sketch. C'était un sketch. Pour tout vous dire, bah, vous voyez la hauteur du machin, ça arrive à 1,70 m. J'ai tout ce que j'ai. Est-ce que je l'ai dans le coin là? Je sais pas où je l'ai. Ah, il est là. Tout ce que j'avais pour vérin, c'était pas un vérin comme cric, c'est ce cric bouteille. Comment vous dire que ce petit cric bouteille, tout aussi valeureux qu'il soit, ou qu'il puisse être, est relativement léger, déjà en termes de taille, pour ce qui est de lever un truc qui est à 1,70 m de hauteur et qui demande d'être plus haut en fait. Bon, technique, non, pardon, c'est l'inverse. Il était un peu plus bas et j'avais besoin de le monter à 1,70 m. Idéalement.
Et bon, bah, ça a été un enchevêtrement de ça, je l'ai posé sur des cales un peu grosses en bois. Sur le dessus de ça, j'ai posé des machins en bois, etc. jusqu'à venir au contact de ce bras de chargeur. Bref, voilà, c'était un gros sketch. Pour tout vous dire, après, à bout d'un moment, une fois que j'avais réussi à un peu à caler les trucs, à créer suffisamment de tension pour que ça bouge pas tout seul, jusqu'à ce que je commence à vraiment activer le vérin, le cric. Une fois que ça s'était fait, j'ai commencé à mettre, j'avais pris mon casque de bûcheronnage avec la grille devant, j'avais pris une rallonge, j'avais pris une rallonge, parce que ça, bah, je sais même pas ce que j'en ai fait, mais normalement ça vient, enfin vous avez une tige là, que vous venez mettre là, et c'est là que vous l'activez. Et la tige elle est grande comme ça. Moi j'étais en mode bah non en fait, c'est mort. Parce que ça veut dire que je vais avoir toute mon installation bancale là et que je vais être là pour pouvoir activer mon vérin. J'ai fait bah non, c'est mort. Du coup j'ai acheté une, euh, une barre, un tube en acier carré. Voilà, tube plutôt lambda. Comme ça ça me faisait gagner de la place. Et comme ça je pouvais activer de plus loin. En plus de tout ça, j'étais un peu loin du coup et j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'avais ça, ça me servait de bouclier en supplément du reste. Et j'étais comme ça. Ah, et j'étais là en train d'activer mon vérin en mode. L'idée c'était de me protéger le plus possible avec tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais, au cas où il y avait un bout de bois qui partait de travers et que ça décide de péter d'un coup sans prévenir. Et éviter de me manger, en tout cas réduire le plus possible les trucs que je pouvais me prendre dans la gueule. C'était comique. Voilà. Après, ça a été un ensemble de. C'était un bordel. J'ai fait après. J'avais cette dent de fourche là. Une fois que j'avais réussi à gagner un petit peu, à dégager le branchement hydraulique là, je prenais un mélange de bouts de bois et de machin, etc. Et j'utilisais ça, et je le mettais là, et je faisais levier avec que mon corps, parce que j'avais plus que ça. Je faisais levier, je venais caler des morceaux de bois supplémentaires, et je continuais, et machin. Sauf que parfois, très vite, j'avais plus d'endroit vraiment où je pouvais caler mon morceau qui était utilisé, que j'utilisais pour faire levier. J'avais plus forcément d'endroit bien, etc. Ça a été un bordel, c'était chiant, c'était long. J'ai mis donc 3 heures. Au bout de 3 heures, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près correct. J'ai utilisé des crics pour. Pas des crics, des sangles pour essayer de faire pareil. Bon, ça a été un vrai souk. Et, euh, et je m'en suis enfin sorti. Enfin, j'ai réussi enfin à dégager le tracteur et à pouvoir du coup faire quelques travaux ici et là, quelques chantiers qui m'attendaient et qui techniquement m'attendent toujours, mais que voilà, parce que bah, du coup ça s'est un peu accumulé. Euh, mais voilà. Et enfin, bah hier, mon voisin a pu se rendre, a pu venir m'aider. J'ai dégagé mon tracteur, j'ai pris les mesures de hauteur pour arriver là. Il est venu avec son tracteur, on a sanglé le truc, il a levé, j'ai remis les béquilles, on a remmanché, paf, du premier coup. On était même presque déçus parce que ça s'est fait si vite, si facilement. On était un peu sur notre faim. Tellement tu prends goût à la galère, quand t'en as pas, t'es en mode genre, c'est tout. Bon, bah, bonne soirée. C'est littéralement ce qui s'est passé, hein. Voilà. Donc là, maintenant que vous êtes à jour, on va brancher ça. On va mettre en route le tracteur, vérifier, on va le laisser tourner 2-3 minutes. On va vérifier le niveau de liquide hydraulique, c'est de l'huile je crois, de l'huile hydraulique. Parce que là, bah forcément, hein, ça déjà, ce vérin là il est vide. Le flexible là il est vide. Voilà. Donc on doit faire le niveau, vérifier que les joints
et flexibles, sont et fonctionnels et bien branchés, qu'on n'a pas de fuite en gros. Et après, on testera le levage, notamment, voilà. La première chose, ça va être de mettre plus ou moins tout sous pression sans mettre en usage, sans mettre sous force, quoi. On va pas solliciter le système tout de suite. Donc voilà, on va d'abord voir que tout fonctionne bien au repos, et après on va commencer à pousser des trucs un peu. Et je pense qu'on sera déjà pas mal sur ces sujets-là. Après, vu qu'on va avoir, là on est bientôt mi-mars, je vais bientôt aller en forêt pour faire du bois. J'ai besoin que le machin il soit pas une source de problème. On doit d'ailleurs s'occuper de s'assurer que les tronçonneuses vont bien marcher, qu'elles sont prêtes à travailler également. Donc ça sera la suite, mais du coup dans l'ordre, on va s'occuper de ça. Donc on va faire une remise à zéro de tous les entretiens possibles. On n'aura probablement pas trop de consommables qu'on va changer parce que je ne les ai pas commandés. Et donc, alors déjà, si je peux le faire, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je vais déjà recenser un petit peu tout ce que je peux avoir besoin, même si normalement, j'ai genre le filtre, les filtres carburant, les filtres à air, peut-être à nettoyer un petit peu, on va voir. Mais les filtres carburant, je crois qu'ils sont relativement neufs. Le filtre à huile, je crois qu'il est relativement neuf aussi. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire des vidanges. Toutefois, l'hydraulique, on est bon, parce qu'on a eu une réparation l'année dernière sur quasiment tout le système de pompe. Enfin, pas de pompe, mais d'engrenage, etc. On avait des joints qui étaient niqués. Donc normalement, l'hydraulique, on est bon. Et le moteur, on devrait être bon aussi. Il y a eu un changement de culasse. Euh, bon, de toute façon, l'hydraulique, non pas l'hydraulique, le moteur, idéalement, ce que vous voulez faire, c'est faire plus ou moins une journée de travail, enfin faire du boulot, que le moteur il a bien chauffé, et avant que tout ne retombe en température, vous vous occupez de faire la vidange maintenant. Ça permet d'éviter que les résidus en fait se déposent dans des endroits où vous n'avez pas envie. Sinon, ça veut dire. Alors, je sais pas si ça marche comme sur les voitures, j'imagine que oui. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous avez un carter d'huile qui est en dessous le moteur. Et quand vous faites des vidanges, souvent, vous n'allez pas avoir l'entièreté de l'huile qui va sortir. Et, parce qu'il y a un petit peu de relief entre là où il y a le bouchon et le fond du carter d'huile. Donc vous allez toujours avoir un fond. Alors c'est pas systématique pour tous les carters de moteur. Je sais qu'il y a des moteurs de voiture où le carter d'huile il est pas conçu de la même façon, donc vous n'avez pas le bouchon au même endroit, le bouchon de vidange. Et donc forcément, ça après c'est selon je dirais la conception du carter. Là j'ai pas regardé comment il est conçu exactement, mais je sais que dans le manuel d'entretien, il recommande de faire ça plus ou moins à chaud pour permettre justement de pas d'avoir le moins de déchets qui se déposent. Donc j'imagine qu'effectivement, à moins de faire une vraie dépose du carter, faut vous attendre à ce qu'il n'y ait pas toute l'huile, vous n'aurez pas 100% de l'huile qui sera renouvelée et vous n'aurez pas 100% des déchets qui seront retirés non plus. Bon, il est de 73, mais j'imagine que le bouchon était déjà aimanté. Ce qui paraît, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, les bouchons de vidange souvent sont aimantés, ce qui permet de capter les débris métalliques pour éviter, déjà, pour que ce soit plus facile quand vous l'enlevez, vous le nettoyez, comme ça vous permet d'enlever les débris métalliques, mais surtout ça permet de les avoir à un endroit qui fait que quand l'huile elle tourne, les débris métalliques potentiellement que vous avez dans votre huile, en fait ils restent en bas. Ne commence pas à tourner dans votre système parce que là c'est la douille. Voilà.
J'ai oublié de faire un truc. J'ai tout branché là, sauf que, alors déjà, j'arrive pas à me souvenir si c'est vers le haut ou vers le bas que le circuit est fermé. Mais surtout, j'ai pas remis le vérin. Et alors là, j'ai un graisseur, je sais pas d'où il vient. Hmm.
Voilà, c'est magnifique. Je suis ravi. Regardez-moi ça, cette vue imprenable. Vous, forcément, ça vous dit rien. Mais moi, ça fait des mois. Ça fait des mois que je ne vois pas le fond depuis la porte d'entrée de la grange. Même une fois que le tracteur a été libéré, on voyait quand même pas le fond de la grange. Donc ouais, moi c'est un putain de soulagement.